Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United pour un nouveau numéro d'Hors-jeu Capital. À 2 jours de la rencontre de Ligue des Champions contre le Barça, quels enseignements tirer de la victoire contre Auxerre? Faut-il être inquiet pour le Paris Saint-Germain face à la multitude de blessures? Et enfin, quel compo aligné à Montjuic mercredi soir? C'est autant de questions qu'on va se poser aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'Hors-jeu Capital avec mes deux compères du jour. Avec moi pour commencer, Monsieur Jean-Baptiste Guégan. Salut JB. Salut Clément, salut Mathieu, salut tout le monde, comment ça va? Bah moi ça va très bien. Et toi JB? Bah écoute, bien, comme un lundi où il fait beau, c'est rare à Paris, on profite. Ah oui, ouais, c'est vrai que cette semaine il va faire beau à Paris. Et notre deuxième chroniqueur, il n'est pas à Paris lui, et il a bien de la chance dans cette période qui va arriver, on va dire automnale et hivernale. C'est Mathieu Fort. Salut Mathieu. Salut, bah moi il fait beau comme tous les jours en fait. Ça va? T'es pas venu ici pour narguer Mathieu. Je préfère te prévenir. On va mal le prendre sinon on va pas être copains. Bon ça va, t'as passé un bon week-end? J'étais malheureusement à Paris jeudi vendredi pour le boulot et j'ai vu la différence de température et d'habits entre ici et là-bas où je suis arrivé avec mes petites chemises hawaïennes jeudi et j'étais pas du tout préparé à ce que j'ai vécu quoi. Ça faisait Effectivement. 20 ans qu'on n'avait pas eu un temps aussi froid. Ah, Ouais, c'était catastrophique, c'était horrible. c'est vrai qu'il fait pas chaud. Ouais. C'est chaud. Messieurs, avant de débuter ce podcast, je voulais vous montrer ce visage qu'on voit à l'écran. Ce visage, pardon, c'est celui d'Alain, supporter de très longue date du Paris Saint-Germain. Alain, c'est aussi le papa de Nicolas, Nico Puiravo, chroniqueur sur Paris United que vous connaissez bien. Malheureusement, Alain nous a quittés subitement ce week-end. Il était à Munich sur cette photo le 31 mai. À Dortmund l'année précédente, où, à titre personnel, j'ai pu le rencontrer avec Nicolas en demi-finale de Ligue des Champions. Il était aussi venu à plusieurs de nos soirées au Pub Saint-Germain avec les membres de Paris United. Je vais reprendre les mots de Nicolas, son fils, sur X. Il présentait souvent sur son envie de voir le PSG remporter la Ligue des Champions avant sa mort. Le 31 mai, on était ensemble à Munich et on a vécu la plus belle des journées qu'un père et son fils puissent partager. Alors évidemment, on a une pensée aujourd'hui tous ensemble pour Alain, pour Nicolas et pour toute sa famille. On sait que Nico continuera d'emmener son fils en déplacement pour poursuivre cet héritage et on sait qu'ils penseront tous les deux à son père et qu'on y pensera tous au moment où Paris brillera de nouveau sur la scène européenne. Nico, évidemment, on t'embrasse, on pense à toi, on pense à toute ta famille et on t'envoie toutes nos pensées au nom de toute l'équipe de Paris United. Et voilà, je suppose, messieurs, que vous vous associez aussi à mon petit message et à ma petite introduction. Jean-Baptiste. Oui, bah Alain, moi je l'avais vu justement, j'ai partagé une partie de la finale à Munich avec lui et avec Nico. C'était un sourire, c'était un supporter engagé, on voyait vraiment la force entre lui et son fils Nico, mais aussi avec son petit-fils. Donc il va nous manquer, il nous manque beaucoup. On pense énormément à Nico et à la famille. Et c'est toute l'équipe de Paris United qui s'associe aussi à cette perte. Donc, toutes nos condoléances et envoyer de la force à Nico, que ce soit sur Twitter ou sur le chat. C'est des pensées positives et dans ces moments-là, on a besoin d'être entouré. Mathieu, je sais que aussi tu as vu le tweet de Nico, donc tu veux aussi t'associer avec nous à cette peine et à ces pensées. Oui, bah de toute façon, j'ai eu malheureusement la chance entre guillemets de perdre aussi un parent proche de manière brutale, donc c'est toujours un moment vide, donc on pense toujours aux gens qui sont là et pour entretenir la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Exactement. Merci à tous les deux hein, pour ce petit mot. Et puis on pense encore une fois à Nico et on lui souhaite plein de courage. Messieurs, on attaque ce podcast et ce débrief par la victoire du Paris Saint-Germain. Alors, on va décomposer un peu l'émission en plusieurs thèmes. On va d'abord revenir sur la victoire contre Auxerre 2-0, but de nos défenseurs centraux Zabarni et Beraldo. On peut dire que c'est des buteurs assez atypiques. Évidemment, l'autre événement phare de cette rencontre, c'est les deux blessures qui se sont encore ajoutées à la longue liste avec Vitinha et Kvara. On en parlera tout à l'heure. Hein. Les nouvelles vont sûrement arriver aujourd'hui dans la journée. Les examens médicaux doivent venir aujourd'hui. A priori, un peu moins d'inquiétude pour Vitinha et plutôt gros point d'interrogation pour Kvara. Puis on va se projeter évidemment sur la rencontre de Ligue des Champions. Quel 11 par rapport à toutes ces blessures alignées à Barcelone. Et on se posera cette question, on vous l'a posée aussi sur Twitter, vous pouvez répondre en sondage. Paris est-il outsider
compte tenu du contexte, ce mercredi à Barcelone. Pour l'instant, vous êtes 84% à répondre oui. Il y a près de 500 votants, hein, donc voilà, c'est assez unanime. Et on se posera évidemment la question avec nos deux chroniqueurs du jour. Messieurs, victoire du PSG, 2-0, je l'ai dit, face à Auxerre, samedi soir au Parc des Princes. On voit la compo. Luis Enrique avait largement fait tourner pourtant, hein. Une défense Zabarni, Beraldo dans l'axe, Hernandez et Zaïre Emery sur les côtés. Donc là, c'est vraiment une défense totalement remaniée. Kanguinli, Vitinha, Mayulu en milieu de terrain, Mbaye à droite, Gvara à gauche et Gonzalo Ramos qui n'a pas marqué des points. Je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Oui. En pointe de l'attaque, Jean-Baptiste, d'abord Paris a fait le boulot contre Auxerre. Moi, je m'attendais presque à un match plus compliqué pour le PSG, compte tenu du contexte. Mais Paris a aussi perdu gros sur cette rencontre. Quel bilan, toi, tu tires de cette rencontre? C'est d'abord une victoire poussive, avec un adversaire qui n'a rien tenté. C'est-à-dire que ça, c'est quand même, ça va commencer à devenir inquiétant pour la Ligue 1. C'est-à-dire que si vous voulez vendre un produit, il faut qu'il y ait quand même de l'adversité. Auxerre a eu peur de son ombre, n'a absolument rien fait alors qu'on était une équipe qui était objectivement prenable. Après, notre duo d'attaquants maintenant, c'est Beraldo Zabarni. Donc ça dit quelque chose de la magnifique prestation de Ramos. Et ça, c'est quand même inquiétant parce qu'il a eu l'occasion de marquer. C'est pas la première fois depuis le début de saison qu'il ne convertit pas ses titularisations. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vu les jeunes, pas forcément être brillants. Par exemple, Mbaye a encore une marge de progression. Mais on a vu pas mal d'autres Titi entrer après. Et dans la lignée de ce qu'a fait Mayulu, c'est une victoire, on prend. Ça garantit rien pour la suite, d'autant que tu le disais très justement. On a Vitinha qui est sorti très tôt, à la demi-heure de jeu. Et on a perdu Gvara, qui était déjà pas en très grande forme après son retour de vacances. Donc, ça n'a jamais été aussi incertain et ça relance les questions sur le mercato. Mathieu, tu retiens la victoire qui était nécessaire, mais bon, pas non plus évidente compte tenu du turnover, ou tu retiens cette soirée finalement en demi-teinte avec les blessures qui viennent à nouveau s'ajouter à la longue liste du PSG? Les blessures, je pense qu'il va falloir s'habituer. Ça va être un peu le running gag de la saison où tu as le sentiment que c'est une sorte de peur qui contamine tout le monde et que voilà, chaque blessure va en entraîner d'autres et que il y a une forme de, pas de club maudit, mais tu sens que voilà, tu vas pas y échapper et puis que là, à chaque match, tu vas avoir ton lot de blessures qui va se répéter et ça va un peu te plomber le moral. Mais non, non, je retiens la victoire parce qu'il fallait gagner après la défaite à Marseille. Marseille ayant gagné à Strasbourg vendredi, ils étaient leaders. Enfin voilà, tu avais besoin aussi de remporter ce match parce que cette semaine, là, tu vas à Barcelone, tu vas à Lille avant la trêve internationale. Donc tu as quand même besoin de gagner des matchs pour te redonner confiance. Les blessures, on verra. Je pense que Vitinha, c'est pas grand-chose. Vara, ça a l'air d'être un peu plus problématique. Et moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est surtout le fait que les anciens blessés mettent du temps à revenir, quoi. Doué est toujours pas là, Dembélé non plus. Barcola est revenu, mais voilà, Tata Ruiz qui a pas joué, Neves qui a pas joué. Donc à un moment donné, c'est sûr que c'est même pas une question de mercato, c'est quand tu as 7, 8 titulaires qui sont sur le carreau, ton équipe elle perd énormément en qualité et ton banc, j'en parle même pas, quoi. Mm. Et pourtant, Luis Enrique, les gars, il avait encore une fois fait tourner, hein. Globalement, alors il fait aussi un peu avec ce qu'il peut, avec ce qu'il a, pardon. Mais Pacho n'a pas joué, Mendes n'a pas joué, Hakimi ne devait pas jouer, pardon, et bon, il a dû rentrer à la demi-heure de jeu. Jean-Baptiste, le turnover se poursuit. Et ça se voit aussi un peu dans cette stat que j'affiche à l'écran. Jamais les propos de Luis Enrique l'année dernière où il avait dit je veux plus un buteur à 40 buts, mais 4 buteurs à 10 buts n'ont été aussi valables que cette saison. On le voit. La moitié des buts du PSG cette saison ont été marqués par des défenseurs ou des milieux. C'est aussi le système qui veut ça. D'ailleurs, j'invite tout le monde je l'ai regardé hier soir, à regarder l'analyse de Gauthier Glucksmann sur Canal+, sur le système de Luis Enrique, où il montre que voilà, en phase offensive, il y a souvent une projection de 5-6 joueurs dans la surface, et ça se traduit aussi par des buts de latéraux et de milieu de terrain. C'est vrai que Jean-Baptiste, c'est aussi une autre corde à l'arc du PSG, de pouvoir compter sur ses défenseurs, sur ses milieux, sur ses remplaçants. Ça, pour le coup, c'est le point positif. C'est que tu changes l'équipe, et globalement, en Ligue 1, ça suffit. Alors effectivement, en Ligue 1, ça suffit, hein. C'est-à-dire que le concept de Luis Enrique, c'est la permutation permanente. Donc la prochaine étape, c'est Lucas Chevalier qui marque en reprise de volée à 30 mètres.
Bon, plus sérieusement, alors c'est bien de voir Zabarni marquer, mais quand tu regardes la frappe qu'il met, honnêtement, le gardien doit la sortir. Ouais. On a de la chance de marquer ces buts-là. Quand on voit la prestation de Beraldo, tu te dis qu'honnêtement, marquer c'est bien, mais défendre ça pourrait être bien aussi. Parce que c'est un peu quand même ce qu'on lui demande au départ. Alors c'est intéressant quand les attaquants sont pas capables de performer, c'est une menace supplémentaire. Ça caractérise encore une fois le style de jeu de Luis Enrique, c'est-à-dire qu'effectivement la menace vient de partout, mais ce serait bien qu'elle vienne aussi des attaquants, parce que sinon il fallait garder Kolo Muani, hein, quitte à être inefficace, au moins on serait marré. Non, moi je suis un peu plus inquiet parce que je pense que dès que le niveau va s'élever, il va falloir des gens capables de faire la différence. Ramos, a priori, il est parti pour pas être titulaire et pour être un super sub pour le reste de la saison s'il continue comme ça. Qui est-ce que tu mets à la place et c'est la grande question. Les blessés n'en revenant pas. Lille a un gros besoin de points après en avoir perdu et un gros souci avec l'arbitrage. Donc, il va falloir s'attendre à un match très difficile. Le Barça, bon, bah, je pense qu'il n'y a pas photo, on en parlera, on est outsider. Ouais, moi, je suis plutôt inquiet. Alors, je sais qu'on fera un mercato hivernal. En tout cas, on essaiera de se positionner. On l'avait dit avec Enzo dans le live qu'on avait déjà fait sur le mercato. Mais moi, ce match-là, il m'inquiète un peu plus que les autres. Est-ce que, Mathieu, il y a des individualités à ressortir de cette rencontre? Voilà, Luis Enrique a fait beaucoup tourner. Il a aussi laissé sa chance à des joueurs qui jouaient peu ces derniers mois. Je pense à Canguilhem, par exemple. Je pense à Mayulu. Je pense à Zaïre Emery. Est-ce que toi, tu as des joueurs où tu te dis, tiens, ces gars-là, ils vont avoir une carte à jouer bientôt parce qu'ils sont plutôt en forme, parce que ça roule, quoi. Ça roule pour eux et ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe. Une carte à jouer, je sais pas, mais j'ai trouvé que pour la première fois depuis son retour, Lucas Hernandez n'était pas flippant, ce qui est quand même une énorme marge de progression parce que j'ai pas de souvenir d'un seul bon match de sa part depuis son retour de blessure. Et là, c'est que Auxerre, mais bon, il a fait le travail et c'est ce qu'on lui demande. J'ai trouvé Mbaye pas mauvais. Tu vois, on est encore très loin d'un joueur qui peut prétendre à bousculer la hiérarchie, mais j'ai le sentiment que c'est la première fois. En plus, il a joué tout le match, ça a dû lui faire du bien. Qu'il a compris des choses, qui était peut-être moins tétanisé, moins gauche avec ses pieds. Enfin voilà, il a fait des choses vraiment intéressantes. J'ai bien aimé le match de Warren, même si on est encore très loin d'un joueur qui gagne 800 000 euros par mois. Mais quand on a vu les troncs qu'il avait pondus sur le Vélodrome lundi, c'était bien de voir qu'il pouvait faire des choses un peu plus en adéquation et utiles. Et puis bah, Zabarni, je trouve qu'il répond présent, au-delà du fait que c'est un joueur extrêmement beau. Voilà, tu vois, moi je trouve qu'il est vraiment très beau et on me fait penser à Bradley Cooper. Mais ouais, tu Oui, sens c'est que ce c'est que une je veux dire. carcasse Un beau gosse, et hein. puis C'est un ouais, vrai beau gosse. ah ouais, il a des cheveux magnifiques. Enfin, tu vois, t'as l'impression qu'il sent même très bon, la peau est douce. C'est un joueur vraiment beau. Ouais. Non, là, je trouve il fait un bon match. Après, voilà, faudrait le voir. Je pense qu'on va le voir mercredi avec une vraie opposition offensive. Là, c'est sûr que tu peux pas juger, mais je suis quelqu'un de nature très pessimiste et là j'essaye de pas trop l'être parce que sinon tu te fous en l'air au premier train qui passe. Voilà, t'as 15 points sur 18 possibles en Ligue 1 en ayant fait une préparation extrêmement tronquée, en ayant des blessés à peu près partout, en ayant un mercato qui pour l'instant se limite numériquement à la porte Zabarni puisque Chevalier remplace un titulaire donc il remplace personne mais t'as que Zabarni en gros qui vient rajouter un plus un par rapport à l'année dernière. Donc l'équipe, moi, elle me plaît quand tout le monde est là, mais le souci, c'est que c'est vrai qu'en ce moment, tu fais des feuilles de match à 15 mecs, quoi. Donc ça Mm. devient. Tant que ça gagne, bah, tu gagnes du temps et c'est ce qu'il faut. J'en profite, messieurs, je ne l'ai pas fait et j'y pense là, donc je le fais. Je salue tout le monde dans le chat déjà, vous êtes quasiment 200 en live, ça fait plaisir. Salut à tous, il y a des gens qui te saluent, Jean-Baptiste, qui t'ont écouté à la radio ce week-end. On le rappelle, allez, je vais faire une petite parenthèse autopromo, mais tu sors un livre, La France est-il un pays de sport? Voilà, N'est pas un pays de sport, avec un n'est point pas un pays de d'interrogation. sport, pardon, donc Je voilà, débloque. tu fais le tour des médias en ce moment, donc voilà, on en profite pour saluer tout le monde dans le chat. Il y en a qui te suivent. Et likez les amis. Voilà, n'hésitez pas à liker, ça nous permet d'être plus visible. Voilà, d'être vu Et on par un booste. plus grand nombre. Et on booste. Le nouveau Voilà, truc, là, le booster utilisé, ce machin-là, ça sert. A priori, ok. ça sert sur les tutos make-up, donc ça doit servir pour nous aussi. Allez-y. Et comme maintenant, on a une rubrique Bradley Cooper, Zabarni, Ouais, grâce à Mathieu, on a on va besoin de vous. faire.
On va faire un PU Decrypt mode à partir de mois prochain, tiens. Je vais négocier avec Mathieu pour faire un PU Decrypt mode. Ouais. Comme ça, C'est Hugo qui va animer. Ah, c'est Hugo, c'est Hugo qui va animer. Mathieu parlait du groupe à 15 joueurs, du manque de recrues. Ah, ben, il y a eu des petits nouveaux quand même. Il y a des petits nouveaux qui pourraient tirer leur épingle du jeu si Luis Enrique le décide ces prochaines semaines face à la multitude des matchs et en même temps des blessés. C'est ces petits jeunes qui ont débuté pour la première fois sous le maillot du PSG en professionnel contre Auxerre. Je pense à Mastis Jean-Jal et à Quentin Njantou, vous m'arrêterez si je les prononce mal, qui ont fait plutôt une bonne entrée. Je vais vous donner chacun la parole sur leur entrée. Le PSG a fait jouer 5 joueurs du centre de formation. C'est quand même beaucoup hein, contre Auxerre ce week-end. Donc, Mathis Jean-Jal et Quentin Jantou, je l'ai dit. Ibrahim Mbaye, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Warren, Zaire Emery et Seni Mayoulou, qui je trouve vous n'avez pas noté, mais a aussi fait une bonne prestation samedi soir. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de. Bon, rapidement, parce que c'est vrai qu'on c'est dur de juger sur un match, même pas sur un match, hein, sur 30 minutes pour les deux. Mais qu'est-ce que tu as pensé de leur début? Bah, déjà, c'est une première sous l'ère QSI d'avoir autant de jeunes joueurs alignés en même temps. On a failli en avoir 5 parce qu'à un moment donné, il y a eu un changement, il y a eu l'un des jeunes est sorti, mais c'est intéressant parce ça montre déjà qu'on peut se servir de notre centre de formation, ce qui n'était pas le cas les années précédentes, ou alors on en avait un et c'était souvent pour des questions de règles UEFA et de joueurs formés au club. Après, est-ce que là, on tient des futurs talents capables de s'imposer dans l'équipe sur le modèle de ce qu'avait été Warren Zaïre-Emery la première saison et qui aujourd'hui stagne un peu? On verra. Faisons confiance au produit. On n'est pas encore la Masia, donc on va se détendre un peu. On va laisser surtout du temps à ces gamins-là parce que c'est comme ça qu'on crame des gosses. Faut quand même pas oublier qu'ils ont tous moins de 18 ans, hein. Donc on va se détendre. À part Njantou qu'on a 18, ça reste des enfants, hein. Ça reste des adolescents qui sont beaucoup plus carrés que nous tous. Mais on va leur laisser du temps. Après, moi, les voir, c'est bien. Ça dit aussi quelque chose, hein. C'est que si on les fait monter, c'est qu'on n'a pas forcément acheté de numéro 2 ou de remplaçant au mercato. Donc, est-ce que c'est une solution interne qui sera privilégiée en attendant la prochaine fenêtre de transfert ou est-ce que c'est une tendance lourde? On verra avec Luis Enrique. Ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas convoqué autant. Je crois même que c'est une première hein, qu'il y ait eu autant de joueurs comme ça chez les pros depuis qu'il est là. Donc, on verra. Moi, je suis plutôt content de les voir. Après, il faut qu'on sorte aussi de cette fascination du parce que c'est un Titi, il doit jouer. Il Oui. faut qu'il soit bon pour l'être. C'est une solution par défaut, hein. Alors, en l'occurrence, Voilà. Mathieu, parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs à mettre actuellement. Toi, tu les avais déjà un peu suivis, il me semble, ces deux jeunes, ou tu les avais déjà vus quelques fois. Qu'est-ce que tu en as pensé aussi? Bah, suivi, c'est un même moment. J'avais regardé des longs extraits des matchs de Youth League et je lis un peu le site référence Culture PSG qui parle souvent des jeunes. Quentin Njantou, il était pas annoncé, mais c'est un joueur dont le club a tout fait l'été dernier pour qu'il signe pro, parce que comme d'habitude, à chaque fois que tu sors des jeunes chez nous, tu as tous les rapaces de la Bundesliga ou du Red Bull Group et qui veut essayer de te les choper. Donc je trouve qu'il fait une bonne rentrée, tu vois, dans la lignée de son triplé contre Bergame la semaine précédente, où c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs à la fin, les deux joueurs sur le micro de PGTV, c'est que là, pour la première fois, ils jouent contre des adultes. D'habitude, ils jouent contre des joueurs de leur génération, donc c'est des joueurs, des jeunes joueurs, donc physiquement différents. Là, tu joues contre des hommes, des mecs qui ont 35 ans derrière, donc c'est plus intense, ça va plus vite, c'est plus technique. Donc il y a un vrai gap qu'on ne mesure pas forcément, mais qui est vraiment énorme. Et j'ai trouvé que Njantou, il a fait preuve de personnalité dans la demi-heure qui a été la sienne. Et c'est ce qu'on leur demande en fait. On leur pardonnera toujours de rater des choses techniquement, de ne pas être au niveau. Je veux dire, si on formait des Lamine Yamal, on le saurait. Je sais pas, c'est quand la dernière vraiment immense pépite qu'on a formée au club, mais je crois qu'on n'a Panenka. jamais eu des joueurs. C'est ça? Bah, je sais pas, est-ce qu'on peut dire que Rabiot, Kimpembe, Coman, c'est des pépites un peu, oui, mais c'est des joueurs quand même internationaux qui ont brillé dans des grands clubs. Mais là, ça fait un moment qu'on n'a pas réussi à sortir vraiment un joueur qui fasse l'unanimité et qui puisse. Warren, c'est différent. Il arrivait à une période où il était très en avance physiquement, où nous, on était dans un creux de la vague en équipe première et il a profité de ça. Et aujourd'hui, tu sens qu'il est à une stagnation parce que son avantage physique lui sert plus à rien et du coup, c'est presque devenu un joueur lambda. Mais je trouve ça bien que des jeunes joueurs comme ça puissent rentrer. Tu vois, on l'oublie presque, mais Mbaye, il a 17 ans, il fait 90 minutes, ça fait quasiment un an, il est dans le groupe pro. C'est quelque chose d'anormal dans un club qui est quand même champion d'Europe, qui a tout gagné, qu'un joueur comme ça arrive à être sur le aussi long terme avec l'équipe pro.
faut pas le banaliser. Après, oui, pour l'instant, c'est pas Lamine Yamal. On a du mal à avoir un vrai progrès. On aimerait qu'il fasse plus. Mais je trouve ça bien que le coach lui fasse confiance sur la durée et peut-être qu'à un moment donné, il va avoir un vrai déclic et qu'il va faire un step, quoi. Donc, à partir du moment où tu choisis de ne pas recruter, bah, il faut que tu mises sur tes jeunes et en espérant que dedans, il y a une pépite. On en avait parlé avec Enzo justement. Est-ce qu'on n'est pas entré dans une phase où le Enzo, PSG... Enzo Djebali, hein, Jean-Baptiste. Enzo Ouais, c'est Djebali, Enzo Djebali. On voilà, salue d'ailleurs, hein, qui est recruteur aux États-Unis et voilà. qui nous disait qu'on était peut-être entré pour lui dans une période où le PSG décidait de créer lui-même ses stars. Alors à partir de son centre de formation, mais aussi des jeunes pousses qui recrutaient entre 19 et 23 ans. Et que c'était peut-être ça la grande différence, c'est qu'on n'était plus dans une période où on allait chercher des joueurs de 25, 28, 30 ans pour délivrer tout de suite, mais des joueurs capables de délivrer sur une période un petit peu plus longue et finalement de devenir des stars au PSG, là où avant le PSG payait pour les avoir, sans forcément de réussite. Hein. Souvenez-vous de Neymar. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, intéressant, et je pense que ça rentre dans cette logique-là aussi. JB, je te laisse la parole parce que tu m'as pas dit, toi, s'il y avait un ou deux joueurs qui t'ont marqué, qui t'ont fait plaisir là, contre Auxerre, si tu avais des tops à ressortir, on va dire, de la rencontre. Bah, moi, je trouve qu'il y en a un qui s'installe et dont on parle peu. C'est Mayoulou, tu le disais justement tout à l'heure. Mm. C'est-à-dire que lui, tu as l'impression qu'il est là depuis tout le temps et puis il est là. Voilà. Je trouve qu'il fait le job. Faut rappeler qu'il a. C'est quand même quelqu'un qui a un 2006. Hein. C'est un jeune joueur. Il s'est installé dans le système d'Enrique. Il fait pas de mauvais matchs. Il se met pas en danger. Il apporte toujours quelque chose. Alors évidemment, il n'a pas l'accélération de carrière qu'a un Warren Zaïre-Emery pour l'instant. Mais je trouve que dans le contexte actuel, il répond aux besoins. Il apporte vraiment quelque chose. On attendrait tous plus d'Mbaye. Et puis moi, je suis un peu hypé Mm. par le jeune Njontou là. On verra, hein, sur pareil, faut se détendre. Mais je me dis Sur, pourquoi pas. Est-ce qu'on n'aurait pas eu de la chance un peu? sur Mayolo, JB, moi déjà, je le vois. Je mets une pièce sa présence dans le 11 à Barcelone. Et je trouve que tu parles de sa progression qui n'est pas à l'image de celle de Warren, mais au contraire, c'est plus linéaire. Je trouve que c'est plus construit, C'est ça. c'est plus normal quelque part. Et il apporte une forme de polyvalence et d'intelligence de jeu aussi, je trouve, pour son âge, qui est assez intéressante pour Luis Enrique et pour le staff. Bon, je pense ça peut vraiment être une belle révélation Mm. cette saison Mayolo. Je ne sais pas si on peut encore parler de révélation, parce que voilà, depuis son but en finale de Ligue des Champions, tout le monde le connaît, le grand public le connaît, on va dire, mais je pense qu'il peut vraiment s'installer de manière un peu plus affirmée. Messieurs, avant de parler de Barcelone-PSG, je voulais vous montrer quand même ce classement, parce que moi, il me hype ce classement. Paris, Lyon, Marseille, Monaco, Strasbourg, Lille, Lens, Rennes. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Ça a de la gueule, Mathieu. Ça, c'est enfin un classement de Ligue 1 où on évite ouais, aucune condescendance de ma part, mais il n'y a plus Brest, Le Havre, Auxerre devant, qui n'avaient rien à faire là. Bon, Le Havre, ils n'ont jamais été, mais on va dire Brest, Nice, Lens. Bon, là, voilà. Là, tu as Paris, tu as Lyon, qui est inattendu, tu as Marseille, tu as Monaco. Voilà, quelque part, ça fait plaisir et peut-être qu'on pourra aussi être challengé sur la durée en Ligue 1 côté PSG, quoi. Bah, la vraie surprise, c'est Lyon, quoi, qui fait 15 sur Mm. 18 en ayant joué Marseille, Lille, en ayant, voilà, ils étaient Rennes. au bord de la Ligue 2 il y a 2 mois. Et ils ont fait un mercato famélique où ils ont vraiment fait du bricolage intelligent. Et là, tu te rends compte que l'équipe, en plus, ils jouent la Coupe d'Europe. Et là, ils viennent de faire une semaine, ils ont gagné en Coupe d'Europe. Ils ont gagné ce week-end aussi. Ils ont fait 15 sur 18. C'est quand même impressionnant. Est-ce que ça va durer dans le temps? Parce que quand tu as un effectif aussi réduit et construit un peu sur un fil, parfois, tu peux craquer. Mais c'est vrai que ce début de saison, il est impressionnant. Marseille, tu as l'impression que leur fin de mercato plus cohérente leur donne une base plus solide. Après, il faudra voir l'enchaînement des 3 jours. Je suis un peu déçu par rapport à Monaco. Tu sens que ça coince un peu. Ils ont pris une branlée à Bruges. Ils ont fait n'importe quoi à Lorient, certes pas aidé par l'arbitrage, mais tu sens que c'est un club depuis le début de saison où il manque quelque chose. Je sais pas quoi. C'est pas très cohérent. Le mercato est un peu bizarre, même si là, tu as Fati qui a mis 4 buts par magie en 25 secondes. Mais voilà, tu as Eric Dyer qui est un peu dur. Pogba n'a toujours pas joué. Le coach est un peu menacé. C'est une équipe bizarre. Alors sur le papier, je trouve que ça devrait être le concurrent numéro 1 du PSG. Mais tu sens que c'est une équipe qui peut perdre à tout moment bêtement. Donc,
Mais c'est vrai que c'est bien, il faut qu'on soit challengé parce que si on, tu vois, ça me fait chier de le dire, mais si on avait gagné à Marseille avec l'équipe B en ayant reporté le Classico de 24 heures, en ayant fait 2 allers-retours dans la journée, en ayant la tête déjà au Ballon d'Or et qu'on avait été gagné là-bas en chaussons, on aurait été à +9 sur Marseille au bout de 6 journées. Tu te dis, c'est pas comme ça que tu vas être poussé dans tes retranchements, quoi. Donc voilà, donc faut continuer et faut rien lâcher, quoi. Ouais. Et Mathieu, je te laisse la parole parce que, petite parenthèse, comment tu as vécu ta soirée de lundi dernier entre le Classico, le Ballon d'Or? On a vu des supporters. Bon, nous, on était partagés, notamment avec JB, on n'était pas d'accord, hein. Voilà, JB, je sais que je trahis pas de secret si je dis que pour toi, le Classico, tu t'en foutais et limite, et le Ballon d'Or était plus important. Moi, c'est l'inverse, j'ai très mal vécu la soirée, j'en avais rien à foutre du Ballon d'Or. Toi, comment tu as vécu, Mathieu, la soirée de lundi dernier? Bon, ça fait longtemps que je vis plus mal les soirées parce que bah voilà, quand tu as passé 40 ans, tu as un enfant, un chien et t'as des problématiques qui sont peut-être plus importantes que d'autres. Yo, my Mais guy. non, non, mais clairement, le Ballon d'Or, je m'en foutais un peu. Je voulais gagner absolument à Marseille. Tu vois, à choisir, j'aurais préféré qu'on termine deuxième au Ballon d'Or et qu'on gagne le classique que l'inverse. Après, je suis très très content pour Ousmane. Ça valorise une saison historique. C'est le premier, je trouve, Ballon d'Or vraiment 100% PSG a été mérité sous les couleurs du club. Tu vois, il n'y a pas de sélection de Coupe du Monde qui ont aidé à son sac. C'est vraiment un Ballon d'Or 100% PSG. C'est super cool. Mais j'ai l'impression qu'on s'est un peu servi de ce ballon d'or pour se défausser de manière Ouais. un peu hautaine en disant vas-y les pecnos, on vous laisse votre match, on a vu un mec pleurer parce qu'il n'avait pas gagné depuis 14 ans et nous on a autre chose à foutre, on a mieux à faire que célébrer votre match, ça faisait 15 piges, on n'avait pas perdu là-bas, on a un ballon d'or. Ça nous a bien arrangé pour voilà, faire les coqs, mais je pense qu'on l'a un peu là quand même et que si on avait pu les taper, on aurait été très 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 content et moi le premier. Il y a Rodolfo dans le chat qui nous dit t'as oublié ta conjointe, Mathieu. T'as parlé de ton gamin et de ton chien, mais pas ta conjointe. C'est pas sympa. Ouais, mais ça, elle est obligatoire, elle fait partie du paysage, c'est elle la chef à la maison. C'est un meuble. Exactement. Jean-Baptiste, sur ce classement que Mathieu a évoqué, pardon, c'est bien de voir un peu de suspense, d'avoir peut-être, je vais pas dire de la pression, il faut peut-être pas abuser, mais d'avoir un peu de challenge tous les week-ends, d'aller chercher les 3 points parce que tu n'as pas 15 points d'avance au classement, c'est plutôt cool. Et en plus, tu n'es pas suivi par des outsiders dont tu sais qu'ils peuvent craquer à tout moment. Là, globalement, Lyon, Marseille, Monaco, c'est censé être sérieux. Tu sais que ça peut t'embêter sur un match, ça peut aller loin, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire que pour une fois qu'on a cette homogénéité-là et qu'on n'a pas de club qui décroche, et le PFC pourra avoir 3 points de plus. Après, il y a eu quelques problèmes d'arbitrage sur le début de saison. Lille, on a pas mal souffert. Lille pourrait être devant, hein. Lille, ça va être à mon avis plus costaud que Strasbourg. Là, Strasbourg, ils ont perdu leur joueur principal. Ils ont leur problème avec les supporters. Ils ont remplacé les supporters par des troupes de théâtre, ce qui est quand même un délire. Un jour, il faudra qu'on en parle de ça. Et puis, Lyon, c'est la grande surprise. C'est-à-dire que défensivement, ils sont très costauds. Ça subit énormément, mais derrière, c'est efficace quand il faut aller marquer. On verra si ça tient. Moi, je pense que Monaco va devoir changer d'entraîneur parce qu'à un moment donné, ça passe plus. En tout cas, ça paraît compliqué. Et on voit qu'il a du mal à avoir les ressorts. Il suffit de voir ses réactions. Il me rappelle ses 3 premiers mois quand il est arrivé. Ça avait été compliqué pour lui. Après, voir ce championnat-là avec que les gros cylindrés, les gros clubs devant, pas trop loin de nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Finalement, la défaite contre Marseille, effectivement, elle rappelle aussi ça. C'est que plus il y aura de rivalité en interne, plus on aura envie de regarder ce championnat. Tu vois, moi, quand j'ai mis le PSG au cerf, je me suis dit, bon, combien on leur met? Et ça doit pas être ça. Ça doit pas être ça. Et c'est pour ça que j'aimerais que ces équipes-là soient encore plus performantes. Donc on verra aussi ce que va nous proposer Lens. Une équipe qui déçoit, c'est Nice. Le Nice de Francaise, mais ça, C'est peu de le dire, hein. c'est peu de le dire. Ils sont derrière le PFC. Bon, après ce championnat-là, on va voir jusqu'où il est capable de nous emmener et de nous challenger. Moi, je pense que le PSG Lille va être un assez bon indicateur de voir comment on est capable d'aller vraiment affronter cette équipe-là, qui s'est fait battre là par Lyon, alors que Genesio a vrillé complètement. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant à voir. Messieurs, l'événement de la semaine, c'est le retour de la Ligue des Champions avec l'affiche de la deuxième journée Barcelone-PSG.
je vous affiche ce joueur, Gonzalo Ramos, parce qu'il va être il va être, il va être sujet de débat, pardon, notamment sur la composition probable que le PSG va aligner à Barcelone. Je pense que Luis Enrique doit avoir des nœuds dans la tête aujourd'hui au campus de Poissy. Il y a Mister Grand Noir dans le chat qui nous dit très inquiet qu'on prenne tarif à Barcelone avec les absents. Je pense qu'effectivement, c'est ce que beaucoup de supporters ressentent. Alors, on va faire un petit point rapidement sur les blessés. Donc, Dembélé forfait, Doué forfait. Point d'interrogation sur Joao Neves, qui pourrait revenir. Point d'interrogation sur Vitinha, qui devrait, je pense, être présent. Et point d'interrogation sur Gvara, qui, a priori, selon le Parisien, entame une course contre la montre pour être présent, ce qui n'est pas bon signe, je pense. Les possibilités vont être très réduites, Mathieu, pour Luis Enrique. Il y a Marquinhos aussi qui est absent. Marquinhos, évidemment. Évidemment, Marquinhos. Avec quel 11 tu partirais à Barcelone, toi? Sachant que je pense qu'il y a peu de surprises sur la défense. On devrait se diriger vers une charnière Zabarni-Pacho, à moins qu'ils nous réinventent une défense à 3, mais j'y crois pas trop, bizarrement. Voilà, toi, tu vas avec quel milieu? Tu vas avec quelle attaque? Voilà, le débat en filigrane, c'est un peu tous ces joueurs, là, tous ces remplaçants, Lee, Mayoulou, Ramos, auxquels tu fais confiance pour débuter à Barcelone. Bah, derrière, je pense qu'il va mettre Achraf, Zabarni, Pacho, Nuno. J'ai le sentiment que Vitinha va débuter. Et ce qui tente, ouais, je mettrais Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, même si ces deux derniers n'étaient pas dans le groupe ce week-end, mais bon, ça a l'air d'être optimiste. Et puis bah, devant, je mettrais Mayoulou en faux neuf comme à Bergame, Barcola et l'immense Kangin Lee, cher à JB, qui est nul, mais t'as Oui, tellement oui, rien oui. que. Oui, oui. Tu vois, je suis pas sûr que Mbaye titulaire à Montjuic, que ça soit lui rendre service. Ramos, il est catastrophique et encore plus quand il débute, donc on va se le garder pour les 20 dernières minutes. Et après, bah après si t'as que Vara qui est dispo, tu fais Vara, Barcola, Mayoulou en faux neuf, ce qui était l'attaque face à Bergame et qui a plutôt fonctionné. Mais s'il n'est pas là, je partirais sur lui parce qu'après, t'as pas grand-chose comme option. Donc, puis là, tu vas te retrouver qu'un banc. Tu vas avoir Warren sur le banc, Lucas Hernandez, 150 gardiens parce que des gardiens, on en a l'appel. Euh, tu vas avoir Ramos, Mbaye et puis des jeunes, quoi. Donc, ça va être très compliqué, quoi. Donc, toi, tu mets dans tous les cas de figure, tu mets Mayoulou titulaire, Mathieu. Oui. Jean-Baptiste, est-ce que tu as à peu près même, le même avis que Mathieu ou pas? Oui, complètement. Je suis d'accord sur Lee. Il devrait pas y être, mais il y sera. Après, on n'est pas à l'abri que Luis Enrique nous fasse une Luis Enrique, mais vu le contexte du match, vu l'arbitrage de Michael Oliver, hein, c'est lui qui a été désigné pour nous arbitrer. On va avoir un Anglais, donc il va falloir être capable de répondre aussi. Le Barça a une soif de revanche. Je crois qu'ils ont aussi des absents de leur côté, hein. Je crois que Rafinha n'est pas là. Le gardien est pas là. Gardien n'est pas Leur là. gardien n'est pas là. Gabriel a pris 4 mois. Gavi est pas là, ouais, Gavi est pas là. Voilà. Mais tu regardes leur compo, c'est solide, hein, c'est très solide quand même. Ils Ah oui, pourraient c'est aligner, solide. voilà, il y a quand même du Pedri, Yamal, Lewandowski, Rashford, Ferran Torres, qui n'est plus le Ferran Torres d'il y a 2 ans, hein, qui est le Ferran Torres voilà, qui est revenu quand même à un bon niveau. Bah, Bon, t'as Koundé, ils ont une bonne oui. charnière. Et le gardien remplaçant chez Chesney, non, non. Et puis bah, forcément, le retour de Lamine Yamal, ça nous arrange pas, quoi, parce que c'est un joueur, là on l'a vu, il rentre contre la Sociedad, il donne galette à Lewandowski. Ils ont des absents, tu vois, Rafinha, c'est une absence qui va nous faire du bien. Gavi, je sais pas si Firmin Lopez il sera là, mais je crois pas. Mais bon, au milieu, tu as quand même Pedri, De Jong. Je pense que c'est l'équipe qui joue le mieux au foot cette saison avec le Bayern. Et c'est l'équipe qui a la philosophie de jeu la plus proche de la nôtre. Et donc, ça va être un match. Puis tu as des antécédents. C'est un match particulier pour le coach. Ça joue à l'extérieur. On a une Franchement, si on chance, ramène hein. un point, ouais, si on ramène un point, c'est bien, quoi. On a une chance, c'est que ça joue pas dans le nouveau Camp Nou. On reste à Montjuic. Donc ça va jouer aussi. C'est pas aussi impressionnant. Après, on savait, hein, que sur cette première phase de Ligue des Champions, on allait perdre des points. On pensait les perdre en championnat, on a juste perdu contre Marseille.
peut-être qu'il faut accepter qu'on perde quelques matchs. Ce qui compte, c'est d'être finalement dans la phase de classement. Alors Opta nous voyait très très haut, en tout cas top 8 sur la phase, sur la phase de groupe. Bon, on verra. Mais bon, moi je serais pas plus inquiet que ça si on perdait contre Barça vu les difficultés qu'on a. Ce qui serait surprenant, c'est d'aller gagner largement. Ouais, c'est plus ça. Même d'aller gagner tout court. Parce que Ah, je ça, pense tu que. vois, je l'exclus pas. Mm. J'exclus pas un match où tu souffres, où tu arrives à avoir ta chaîne centrale qui tient, Lucas Chevalier qui fait 2-3 exploits. Et, euh, et sur les 20 dernières minutes, tu as une occasion assez lunaire sur corner et tu arrives à les mettre. Et puis derrière, tu t'arc-boutes, tu prends très cher, mais ils n'y arrivent pas. Ouais, je lis Voilà. une petite compo là, que Karine nous envoie dans le chat. Chevalier, Hakimi, Pacho, Zabarni, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Barcola, Mayulu, Lee. Donc, ouais, globalement, de toute façon, ça rejoint un peu ce que vous dites. Question un peu provoque à tous les deux, même si vous n'êtes pas d'accord sur le personnage, mais Kangin Lee, qui a l'air, allez, on va dire, un peu plus en jambes que la saison dernière en ce début de saison, qui n'a pas non plus été horrible contre Auxerre au parc. Mm. C'était Auxerre, hein, vous allez me dire. Est-ce que contre un Barça qui, voilà, qui n'est pas un adversaire archi physique, tu vois, tu vas pas jouer à Newcastle, Mm. tu joues contre Barcelone, est-ce qu'avoir un joueur un peu de ballon comme ça, c'est peut-être plus utile qu'avoir voilà, un type comme Ramos qui va pas servir à grand-chose? Jean-Baptiste, toi qui es l'avocat numéro un de Kangin Lee, est-ce Je rappelle que que... moi, je pense à nos marges bénéficiaires sur les maillots. Ouais, alors parenthèse, Euh, je crois que le PSG a fermé un workshop en coréen. Donc même les maillots, c'est pas non plus... ah, ou une boutique, je sais pas. Mais bon, ouais, bah donc, Lee, on sait ce que tu vas faire à Noël. ouais. Non, plus simplement, oui, il saura garder le ballon à certains moments, il saura faire des passes vers l'arrière, parce que pour l'instant, les passes vers l'avant, il n'a toujours pas encore débloqué la phase. T'es pas à l'abri aussi qu'il fasse ce qu'il a fait en Super Coupe d'Europe, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il prenne l'initiative sur une frappe et qu'il sorte une frappe de nulle part. Il l'avait fait sur ses premiers matchs au PSG, où il avait montré une capacité à frapper à l'extérieur de la surface. Maintenant, oui, c'est pas un top player pour nous, ça reste un suppléant. Ça reste un remplaçant que tu n'as pas spécialement envie de voir parce qu'il est un cran en dessous des autres. Mais est-ce que finalement, c'est pas lui qui va t'amener un peu de stabilité dans ton milieu? Bon, tu as peut-être de ça aussi, hein. Après, je suis d'accord avec ce que va dire Mathieu, mais moi, je pense aussi à ce qu'il apporte, tu vois. Cet espoir qu'il offre, ce fait que moi, ça fait à peu près 15 fois que je dis que la lumière va venir de lui. La seule fois, c'était pour en Super Coupe d'Europe. Donc, moi, tu vois, moi, je défends ces joueurs-là, hein. C'est des joueurs qui brillent pas trop, hein. C'est des joueurs qui Ouais. font pas de bruit. C'est des joueurs qui amènent des touristes. Ouais, Voilà. mais il a même pas l'air sympa en plus. C'est ça qui est ça le problème. C'est même pas un mec, Bah, écoute, c'est même pas un mec marrant quoi. Il est pas drôle. oui, oui, bah oui. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, bah moi j'aime pas le kimchi non plus, mais j'aime bien Lee. Voilà. Mathieu, si on revient au foot, peut-être que sur un match un peu moins physique et plus technique, Lee il peut avoir un intérêt un peu supérieur. Je dis pas que c'est le joueur idéal. Je dis que Luis Enrique il va réfléchir en se disant voilà, si je dois garder un peu le ballon, si je dois gérer les temps forts et les temps faibles, avoir un Kangini c'est peut-être mieux qu'avoir un Mbaye ou un Gonzalo Ramos. L'avantage de Lee, c'est qu'il a joué en Liga, donc il a presque été formé là-bas, donc c'est un football qu'il connaît. C'est sûr, techniquement, des trois que tu as cités, c'est celui qui est le plus à même à résister au Mm. pressing, à garder la balle, à conserver. Il va t'amener des choses que les autres t'amèneront pas, même si je trouve qu'il a un manque de personnalité de balle au pied qui est extrêmement criant, mais c'est peut-être le plus sûr techniquement des trois. Mais ce qui va le sauver, c'est que tu as tellement personne d'autre que c'est lui ou un Ramos qui sait rien faire, donc ça peut le sauver. Après, j'espère qu'on le verra pas à côté droit, parce que comme il a une charrette au cul, il va rien déborder, puis il a qu'un seul dribble, ça va servir à rien. Il va falloir lui trouver un poste un peu hybride et utile, mais ça, le coach, il est là pour ça. Mais je serais pas étonné qu'il débute si Guevara n'est pas là. Si Guevara est là et en forme, je pense qu'il sera sur le banc. Mais sinon, ça me semble être le remplaçant numéro un pour intégrer le 11 si le Géorgien est sur le carreau. Mm. On rappelle aussi que Kangini a été utilisé à plusieurs reprises en faux neuf en début de saison dernière par Luis Enrique. C'est aussi une option, hein. Voilà, et puis C'était ça pourrait. catastrophique d'ailleurs. Ouais, c'était cata, mais c'était à l'image de l'équipe. Ouais, mais C'était quand pas tu vois terrible. le match qu'a fait Mayulu contre Oui. Bergame en faux neuf, où Oui. Mayulu il a l'avantage d'avoir les deux pieds, d'être plus mobile et plus rapide, je pense que Mayulu en faux neuf, ça, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Mm. Après, bon, après le coach est quand même beaucoup plus compétent que nous. Mais c'est vrai que je trouvais que Mayulu contre Bergame, c'était une très bonne surprise, surtout que, sachant que c'était un match de reprise.
Donc, il n'y aurait pas de raison qu'il change, quoi. Mm. JB, un mot sur, Mathieu en a parlé, sur Gonzalo Ramos quand même, qui, voilà, je vais mettre sa photo, qui déçoit beaucoup en ce moment. Il déçoit plus, j'ai le sentiment, quand il est titulaire que quand il est remplaçant. Ouais. La question va commencer à se poser sur son apport réel au sein de cette attaque du PSG. Moi, j'avoue que j'ai presque de la tendresse et de la sympathie pour lui parce que je pense qu'il n'est pas si maladroit qu'on le dit, mais qu'il n'est peut-être pas fait pour ce système de jeu, pour cette équipe. Ouais, il a déjà prouvé qu'en déviation, etc., ça pouvait être un bon joueur. Voilà. Est-ce que c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui fait des efforts, qui s'inscrit dans le pressing de Lucien Mhm. Riquet, mais ça ne veut pas. Et là, c'était criant contre Auxerre. C'était que des mauvais choix, que des erreurs, voilà, il manquait de confiance cruellement. Et chez un numéro 9, quand ça manque de confiance, bah, tu le vois tout de suite, parce qu'il ne réussit rien. Voilà. Est-ce Ouais. que là, on n'est pas sur un joueur qui va commencer à poser problème? Bah, moi, ça avait commencé déjà avec Marseille, hein. Marseille, il a eu une occasion d'égaliser, en tout cas de marquer, il doit la mettre. À ce niveau-là, dans cette position-là, tout seul, il doit la mettre. Là, c'est Auxerre en face, c'est-à-dire que c'est pas Marseille. T'as pas Roulier en face, t'as pas une défense qui tient à peu près la route. Enfin, tu dois les ouvrir, quoi. Et ce problème de confiance-là, le souci, c'est que ça fait un bout de temps qu'il l'a. À chaque fois qu'il est remplaçant, tu as l'impression qu'il se décharge de cette responsabilité-là. Et quand il est titulaire, tu as l'impression qu'il joue, je peux dire, contre nature. Mais il manque de lucidité quand il arrive vers le but. Il fait souvent les mauvais choix parce que le ballon lui vient pas. C'est à lui de créer. Et ça, je pense qu'il n'est pas fait pour. Et après, est-ce que c'est un problème mental? Je sais pas. Je suis même pas sûr. Est-ce que c'est un problème d'équipe? Non, parce qu'il nous a servi un peu l'année dernière. Est-ce qu'on le voyait plus fort que ça? Probablement. Peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de payer finalement une surconfiance en lui. Maintenant, c'est vrai que contre Auxerre, on attendait tellement plus, tellement mieux. Est-ce qu'il aurait été plus sage de tenter de le vendre cet hiver, enfin cet été? Est-ce qu'on le fera pas partir cet hiver? C'est une vraie question. Moi, je m'attendais à plus en termes de rendement, en tout cas. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Mathieu, de Gonzalo Ramos. Moi, le débat remplaçant, titulaire, je pense que ça dit autre chose en vérité. Bah, pour moi, le débat aujourd'hui, c'est remplaçant ou Laporte, quoi. S'il est Ouais. titulaire, enfin, un joueur aussi pauvre techniquement par rapport au reste de l'équipe et qui est aussi peu connecté aux autres, il peut pas être titulaire dans cette équipe. Et je pense que dans 10 ans, quand on regardera dans le rétro et qu'on se rendra compte qu'à l'été 2023, on a mis 180 briques sur Colobwani et Ramos le même été, et ben il y a des gens qu'il faudra envoyer au tribunal de La Haye, quoi. Parce que c'est des choses que tu fasses une connerie comme ça, monumentale, que tu te la gardes 5 ans, ok, mais quand on fait deux le même été, pour deux joueurs qui correspondent à aucun besoin de ton équipe et qui t'apportent rien, c'est compliqué. Donc oui, je pense que au maximum, ça peut être un bon remplaçant dans certaines configurations de match dans cette équipe. Pas plus. Tu vois, quand tu dois aller chercher un résultat, tu dois mettre la pression, quand tu vas abreuver de centre ou avoir besoin d'un joueur d'appui dans la surface, ce genre de choses, là, il va te servir. Mais dans un match où il va falloir que tu coulisses, tu fasses bouger l'équipe, remonter un bloc, aller au pressing, je sais pas, avoir vraiment une assise technique très haute, lui, il peut pas te servir. Parce qu'il est trop déconnecté des autres, et il est trop en retard. Donc cet été, il faut qu'il aille voir son agent, qui est un ami de la maison, et qui se posent tous les deux et qui se disent les choses en face, quoi. C'est un joueur, bah, peut-être que son plafond, c'est être titulaire à Aston Villa, Villarreal, Benfica Lisbonne, je sais pas, mais au PSG, il peut pas exister. C'est déjà beau. Là, il va faire quoi? C'est quoi, c'est sa troisième saison quasiment? Euh, Ça. Oui, 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 troisième saison. Ouais. Tu vois, Après, il aura des stats quand tu vas arriver. Je pense qu'à la fin de saison, ça se trouve, il sera à 50 buts. Mais c'est ça, ça sera un cache-misère, quoi. Donc, j'ai du mal à croire que d'ici les prochains mois, il se révèle complètement et qu'il ait une révélation, une épiphanie et que ça devienne le neuf idéal. Mais je pense qu'il a aucun avenir à moyen terme dans cette équipe avec ce coach. Mm. Jean-Baptiste, une fois qu'on a dit ça sur, sur les blessés et le possible 11 aligné mercredi par Luis Enrique à Barcelone, on s'est posé cette question, est-ce que le PSG est devenu outsider?
Et sur les 500 réponses là, sur Twitter, 84% disent oui. Est-ce que pour toi aussi le PSG est outsider, sachant que tu as dit tout à l'heure que ça ne t'étonnerait pas que Paris gagne à Barcelone, toi? Alors moi je sais que quand on est au Peuple Saint-Germain, il se passe toujours un truc qu'on ne peut pas prévoir. Donc il va se passer un truc qu'on ne peut pas prévoir. On va avoir un match de dingo. On va avoir un match où on va se regarder en se disant mais c'est pas possible. Ça je m'y attends. Ouais. Après, est-ce qu'on peut être véritablement outsider quand t'es le tenant du titre et que tu as Luis Enrique et que tu reviens à Barcelone avec la rivalité qu'il y a entre les deux clubs? Euh, non, on va y aller en champion d'Europe. En tout cas, en face, ils vont pas nous présenter comme des outsiders. Après, quand tu regardes l'effectif, tu vas te dire que oui, effectivement, on a moins de force à opposer. Maintenant, moi, la question des absents, oui, je l'entends, hein, pour répondre à ce que dit Damien dans le chat, mais ça reste un match de foot. On est le seul sport où tu peux gagner en étant médiocre. Hein, il y en a plein d'exemples, à commencer par Marseille. Donc, en dehors de ça, on verra bien. Mais moi, je pense qu'on n'aura pas le match qu'on prétend avoir. Ou alors, on prend une rouste. Et si on prend une rouste, bah, c'est pas grave. On aura perdu contre Barcelone. Bon, bah super. Puis on se retrouvera à la fin dans le dernier carré. Mais je suis un très mauvais pronostiqueur en même temps. Donc, ce que je sais, c'est qu'on sera au Peuple Saint-Germain, que ça va être sympa, qu'on va se faire peur, comme d'hab, et qu'on va espérer jusqu'à la fin que la lumière vienne de Kangli. C'est dire mon niveau d'espérance. Mathieu qui fait la moue au fin fond de son fauteuil. Je pense que s'il pouvait se confondre avec son fauteuil, il se mettrait avec son fauteuil là. Mathieu, Paris outsider ou non? Paris champion d'Europe, Paris doit s'assumer et sortir les muscles. Bah, champion d'Europe, de toute façon, tu l'es jusqu'au mois de mai ou jusqu'à ton élimination. Donc, c'est un titre qui te. Ça te confère un statut. Ça te confère un statut Oui, quand tu. Voilà. juste, il te confère un statut du fait que les gens ils veulent encore plus te casser la gueule qu'avant, mais ça te protège de rien. Là, quand tu regardes la logique sportive actuelle, les absents, le fait que tu joues pas chez toi, que c'est qu'un match de poule et tout, moi je comprends le terme d'outsider dans le sens où une victoire de Paris serait plus surprenante qu'une victoire de Barcelone. Je veux dire, vu comment fonctionne cette phase de poule où le goal average est extrêmement important et limite vaut un point, moi j'espère pas revivre un Newcastle PSG où tu étais passé complètement à côté de ton match, tu avais pris 4-1. Donc voilà, donc si on doit perdre, qu'on perde pas dans les grandes largeurs. Un point, je serais très content. Une victoire, c'est exceptionnel, mais c'est un championnat de 8 matchs où on va avoir d'autres déplacements très compliqués. On va jouer des équipes compliquées. Donc, c'est très bien d'avoir gagné 4-0 le premier match. Déjà, par rapport à l'année dernière, tu pars avec une certaine avance. Mais c'est un match très, très, très compliqué contre une équipe qui, qui a les mêmes points forts que toi, les mêmes points faibles que toi. Mais le souci, c'est que tu vas sans tes atouts offensifs, quasiment. En fait, tu n'as pas un seul atout offensif qui est à 100% ou qui est là. C'est-à-dire Barcola, même s'il est là, il n'est pas à 100%. Kvara, il n'est pas à 100%. Et Doué et Dembélé sont pas là. Et Ramos et Lee sont nuls. Donc, tu vas quand même en claquette, quoi. Donc, faut espérer une grosse réponse collective pour réussir à être digne de ton statut et c'est pas facile, quoi. Après, tu as des excuses si ça se passe pas bien, mais ces excuses, tu pourras pas les sortir toutes les semaines, quoi. Les gars, question provoque volontaire, mais sachant que c'est que la deuxième journée, que ça va être une grosse bagarre et que Paris est plutôt outsider, est-ce que sur des cas comme Vitinha, Kvara et compagnie, il faut prendre des risques? Au contraire, il faut se dire non, on prend aucun risque. La phase de ligue va être longue. En championnat, il y a une bagarre. Tu vas à Lille ce week-end. Euh, voilà. Quitte à balancer, peut-être pas balancer, mais quitte à balancer un match, voilà, c'est peut-être qu'il faut balancer. Je sais pas. Est-ce qu'il faut prendre tous les risques, Jean-Baptiste, sur cette rencontre? T'en sais rien non plus? Non, je pense pas. Moi, je pense que enfin, c'est particulier à dire parce que c'est un adversaire de talent, c'est un match que l'Europe va regarder, en tout cas, ça va susciter l'intérêt. Nous, on va aussi avoir cette envie toujours de gagner. Maintenant, il faut aussi dire une chose, hein, c'est que tu gagnes contre le Barça, que tu gagnes contre une autre équipe, c'est les mêmes points. Donc, dans ce classement, sur cette nouvelle phase de Ligue des Champions, dans un groupe qui est pour nous le plus relevé de tous, de toute façon, il faut s'attendre à ce qu'on perde des matchs. Hein. Donc, bah, si c'est celui-là, ce sera celui-là. On a déjà perdu un Classico, donc tout de suite, ça va s'enflammer du côté de certains médias en disant ah là 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 là, c'est la fin du monde, le PSG, c'est fini.
Bon, et puis on avisera. Moi, je ne verrais pas ça comme une fatalité. Alors, peut-être que le titre de champion d'Europe m'a permis de relativiser, ou c'est ma Ouais. vieillesse. Euh, mais moi, ça m'inquiéterait Ouais. pas plus que ça. Il y a du débat hein, dans le chat là. Il y a Kevin qui nous dit zéro risque, on joue sur le long terme, c'est pas un match coup près. D'autres nous disent c'est la Champions League, on peut pas balancer comme ça. Voilà, tu perds Vitinha avec Vara contre Auxerre, pas contre Barcelone, nous dit Damien. T'en penses quoi, toi, Mathieu? Est-ce que si un Vara est à 60%, tu prends le risque, tu le fais jouer? Pareil pour Non. Vitinha ou non? Bah, la Ligue des Champions, c'était pas à 100%, tu te fais tabasser. Donc, franchement, c'est une compétition absolument terrible qui laisse aucune place au doute ou aux choses à moitié. Donc, si le mec il est pas apte à 100%, bah, il débute sur le banc et basta. Et tu mets peut-être des mecs moins forts, mais des mecs qui sont aptes et puis tu vois ce que ça donne, quoi. Je veux dire, on a bien été gagné sous la neige à Munich avec Mitchell Baker, Colin Dagba, Abdou Diallo. C'était lunaire alors qu'on se faisait pilonner tout le temps, quoi. Donc la Ligue des Champions, c'est terrible, il faut des mecs à 100%. T'as pas le choix. Donc si t'es pas à Mm. 100%, tu joues pas. Et puis il reste 6 autres matchs derrière, il en restera 3 à la maison. Donc il faut voir, c'est un marathon en fait. Et ça sert à rien d'avoir 6 points maintenant si tu perds les 4 derniers matchs parce que tu as des joueurs blessés et que tu finis 25e, quoi. Donc il faut faire avec les forces du moment. Et là, il faut se focaliser sur Barcelone et jouer à Barcelone les mecs qui sont à 100%. Puis Effectivement. il y a un dernier élément moi, que j'ajouterais, parce que ça, on a tendance à le gommer, c'est que outre la CAN qui arrive, outre la finale de la Coupe intercontinentale le 17 décembre qui aura lieu à Doha, du coup, on a aussi la Coupe du Monde. C'est-à-dire que beaucoup de joueurs se disent, je ne vais pas prendre de risques. En tout cas, je ne vais pas forcément tout faire, parce qu'il y a une vraie crainte que je n'aille pas faire la Coupe du Monde. Cette année de Coupe du Monde, elle va, après une saison aussi longue que celle qu'on a eue, elle fait aussi réfléchir pas mal les joueurs et les staffs. Parce que tu sais qu'un joueur qui prend 6 mois là, il fait pas la Coupe du Monde derrière. Donc, ça participe aussi d'une réflexion. Et je pense que sur les prochains matchs, on verra des surprises. Et pas que chez nous. Hein. On verra des gestions de clubs étonnantes. On verra des choses où on aura tendance à prendre moins de risques qu'on l'aurait fait dans une autre saison sans Coupe du Monde cette fois-ci. Effectivement, j'ai hâte de vous retrouver jeudi midi pour le débrief de cette rencontre qui risque d'être palpitante. Jean-Baptiste, mot de la fin, tu voulais qu'on parle rapidement du Parc des Princes. Le parc. Oui, le Parc des Princes, parce que il y a eu des petites nouveautés ce week-end, des petites actualités. J'ai vu passer que l'un des candidats à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, donc Parti socialiste, ça me semble, qui était j'allais dire au gouvernement, pas du tout, à la mairie avec Anne Hidalgo, lui se dit pour un Sekeda du PSG au Parc des Princes et voilà, un rétablissement des contacts avec Nasser Khelaifi et la direction parisienne pour que le PSG n'aille pas à Poissy et reste au Parc. C'est bien ça, hein, c'est ça les dernières infos côté PSG. Bah, il y a deux infos. La semaine passée, on a vu que le site PSA à Poissy, donc le site de Stellantis, était en grande difficulté et que tout le monde s'est projeté en se disant ce site allait finalement accueillir le nouveau stade du PSG. Même Carl Olive est monté au créneau en disant ce site ne fermera pas pour l'instant. Ça dit aussi quelque chose, c'est que l'état-major du PSG a lancé la phase d'études justement pour un stade à l'extérieur de Paris. Or, on sait tous, et je me tue à le répéter depuis plus d'un an, que tout se décidera avec les municipales et que pour l'instant, les deux candidats qui, à Paris, peuvent être en capacité de remporter, même avec le nouveau mode de scrutin, l'élection, c'est Rachida Dati, alors plus sponsorisé par le Qatar, et à moins que la justice ne s'en mêle d'ici là, suite à ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy, vraisemblablement, elle ne changera pas d'avis. Et de l'autre côté, Emmanuel Grégoire, d'emblée, on rappelle que l'une des raisons de sa brouille avec Anne Hidalgo, c'était justement sa proximité avec le club parisien. Lui, il a aussi envie de voir le PSG rester à Paris. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font, en tout cas qui me font dire que si il y a une possibilité pour que le PSG reste au parc, il restera au parc. On sait que les ultras sont aussi plutôt favorables à ça. Après, tout le monde se dit qu'il y a un super stade à l'extérieur, ça serait formidable, extraordinaire. Mais à 2 milliards à Poissy, moi je suis désolé, c'est pas forcément un très bon calcul à court terme. À moyen terme non plus, et à long terme, je vois pas comment on le finance. Donc la nouvelle, finalement, c'en est pas une, mais c'est important de le rappeler, c'est que c'est une vraie déclaration d'avant-campagne municipale, et que dans un moment où on n'a toujours pas de gouvernement
Aujourd'hui, on est quand même dans une logique assez intéressante. C'est qu'il y a quand même de grandes chances qu'on reste à Paris et que ce stade qui est le nôtre soit rénové. Dans un contexte qui posera d'autres questions, où est-ce qu'on ira jouer quand il sera rénové? Enfin, en tout cas, en cours de rénovation. Mais je pense que la meilleure des options, c'est celle-là. Et que tout le reste, sauf changement radical, c'est pas une option, c'est de la communication. Mm. Mathieu, c'est plutôt une bonne nouvelle. Rapidement, je ne connais pas ton point de vue sur ce dossier du parc, mais c'est plutôt une bonne nouvelle si le PSG reste au parc ou si la tendance est en faveur de cette direction, je veux dire. Bon, moi, j'ai un point de vue qui est extrêmement simple sur ce dossier, c'est que ça commence vraiment à casser les couilles, quoi. C'est extrêmement Voilà, long. exactement. Et, et en plus, j'ai l'impression que vraiment les municipales, c'est une arlésienne, ça va rien changer. C'est juste un élément de langage pour draguer un électorat de ceux qui veulent rester au parc, ceux qui veulent rester au parc, parce que peu importe la couleur du prochain maire, ça changera pas, ça changera rien dans le dossier, puisqu'il y a plein d'autres strates qui sont vitales à passer si jamais tu veux vendre le stade au parc et qui n'est pas lié à la couleur du maire. Donc ça, c'est vraiment du folklore. Et parfois, j'ai envie de dire au Qatar, au lieu de faire des menaces sur on va se casser du parc, en plus, on sait combien de temps ça prend pour construire un stade, le terrain, faire des sondes archéologiques, ça se trouve, tu vas trouver un T-Rex, ça va te niquer le truc. Trouver un architecte, enfin, ça va te prendre 10 15 ans. Les 10 15 ans à l'échelle d'un club, c'est énorme. Donc, je veux dire, arrêtez de jacter. Si vous n'êtes pas content, cassez-vous du stade, allez au Stade de France. Et enfin, là, en fait, c'est que des gens qui parlent, mais il se passe rien. A priori, tu vas rester encore un moment au parc, donc on verra quand ça se passera. Je suis extrêmement attaché au parc, mais je comprendrais qu'on parte. Il y a plein de grands clubs historiques qui ont quitté leur stade. Bah voilà, c'est la vie d'un club. En NBA, il y a plein de franchises qui ont quitté des salles mythiques comme les Boston Celtics, les Bulls, qui ont construit d'autres stades, qui ont gagné dans d'autres salles. Voilà, c'est la vie, hein. Si tu te modernises, ça fera chier, ça fera mal au cul, mais voilà, tu peux rien, hein. C'est comme ça. Le Bayern, ils ont changé de stade. Est-ce que pourtant c'est devenu un stade Disneyland où ils se sont reniés? Non, bah c'est comme ça. Mais tant qu'on est au parc, bah restons au parc et laissons ces gens parler dans le vide pour gagner 15 voix dans le 16e, quoi. Alors, Merci. juste un truc, hein. Juste un C'était truc par rapport à ça aurait été ça. un beau mot de la fin, mais Jean-Baptiste, tu veux enchaîner? Ouais, non, c'est juste que, alors, quand on dit que le maire a pas de pouvoir de décision, en réalité, c'est le conseil de Paris qui décide après une évaluation des domaines. Et derrière, il peut y avoir une partie prenante qui est la région, et une autre qui est finalement la présidence, donc l'État. Et en l'occurrence, sur le site de Paris, ça n'impliquerait que Paris, et donc que le conseil municipal. Si c'était justement à Poissy, les trois autres strates viendraient en ligne de compte, la région, l'État, parce qu'il faudrait donner l'aval. Or, je ne vois pas comment un État qui pourrait basculer à l'extrême droite en 2027 aurait tendance à aller dans le sens du Qatar. C'est pour ça que moi, cette histoire, je suis d'accord avec toi sur le folklore, il y a un moment donné, il commence à nous saouler, clairement. Il n'y a pas que l'argent. Parce qu'aujourd'hui, la condamnation de Nicolas Sarkozy a rebat les cartes. Il y a encore le dossier du Qatar et de la Coupe du Monde 2022 qui est en cours d'instruction. Là, on a eu une mise en examen ce matin sur un des prévenus. Ça va être intéressant de voir ce qui peut sortir de tout ça. En attendant, moi, j'ai de plus en plus de mal à croire à un quelconque dossier Stellantis, notamment pour les questions que tu soulèves. C'est un nouveau stade en Île-de-France aujourd'hui. Dans le cadre réglementaire, c'est 10 ans minimum et c'est 2 milliards. Jean-Baptiste, on aura l'occasion évidemment d'en reparler, hein, notamment ces prochains mois, parce que on ne doute pas que le dossier reviendra au cœur de l'actualité assez régulièrement. Pour finir, notre petit rituel du lundi midi, quand même, le classement MPP de la bande à Paris United. Et l'événement de ce week-end, c'est la remontée de moi-même à la 3e place. Voilà. Comment tu te la racontes? Je suis sur. On est combien? On est 25, 30. Je suis désormais 3e de ce classement. Voilà. Donc il y a comment il s'appelle? Je crois que c'est Arnaud qui est premier. Hein. Pastore, je crois que c'est Arnaud qui met une danse à tout le monde. Hein, on va pas se mentir. 2600 points. Donc voilà. Et puis derrière, c'est un peu la bagarre. Hein. De la 2e à la 15e place, ça se bagarre pas mal. Donc voilà. Je suis assez fier de ce classement. Autre événement, rendez-vous demain sur la chaîne YouTube de Paris United pour nos membres en exclusivité avec un entretien avec Ludovic Giuli,
à quelques heures de Barcelone, Paris Saint-Germain, ancien catalan, ancien parisien. On va revenir évidemment sur son passage au PSG, sur l'actualité du PSG et sur la rencontre à venir entre Barcelone et Paris. Voilà, Ludovic Djouli qui nous a accordé une interview exclusive qu'on diffusera demain midi sur notre chaîne YouTube. Et puis pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous au Pub Saint-Germain mercredi soir, pardon, avec tous les membres de Paris United. Il reste une poignée de places. Hein. Il reste une poignée de places, donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien, on va le remettre dans la description pour venir assister à la rencontre avec nous dans le 6e arrondissement de Paris. Voilà, je crois qu'on a été complet, Mathieu et Jean-Baptiste. Le prochain live, on me demande, je crois que c'est Alex qui me demande dans le chat, c'est quand le prochain live? C'est jeudi midi, évidemment, midi, pour revenir sur la rencontre entre Barcelone et le PSG. Normalement, il y aura Hugo et Abdella qui seront présents pour ce live. Et puis voilà, j'en profite pour adresser un message de soutien à Nico, à sa famille et à ses proches voilà, dans cette période douloureuse. On pense à lui, toute l'équipe de Paris United et tous les abonnés et les membres s'associent, je le vois dans le chat, à sa douleur. Donc voilà, on pense à Nico et on pense à sa famille. On lui souhaite plein de courage, on lui dit à bientôt et on l'embrasse très fort. Et à tout le monde, on se dit rendez-vous jeudi midi sur la chaîne YouTube de Paris United. Bonne journée à tous, à bientôt, ciao. Salut.